Bonjour, bonjour. On continue notre exploration. J'ai oublié d'enlever la médaille ici de la dernière vidéo. On continue notre exploration, analyse des cartes. On était en plein dans l'analyse des cartes de la suite des étincelles du tarot de la fleur de fougère, donc les bâtons dans le tarot Rider-Waite classique. Donc ce 10 de bâton, je l'ai lié au chemin des morts. J'avais entendu parler de ça, des chemins des morts, dans une vidéo d'Occultacraft, et ça a déclenché une vraie passion pour moi sur le sujet. Et, euh, et j'ai fait beaucoup de recherches, donc j'ai pas de livre là-dessus. J'ai tout trouvé beaucoup sur Internet, et je me suis rendu compte en fait ensuite qu'il y a un chemin des morts vraiment attesté historique en Gruyère, sur le territoire d'une partie de mes ancêtres, et j'ai pu le visiter. Donc enfin c'était vraiment un grand moment pour moi d'aller là-bas sur un vrai chemin des morts après avoir passé des semaines et des mois à rechercher des infos là-dessus. Donc c'est les chemins qu'on empruntait autrefois pour faire le trajet avec les cercueils entre pour aller au cimetière en fait, pour apporter les morts au cimetière. Et donc sur la carte, on voit bien ces, euh, ces gens qui transportent ce cercueil pour aller au cimetière. On a là devant une croix reposoire qui est un endroit où ça permet en fait au porteur du cercueil de poser le cercueil pour se reposer en fait, mais sans le poser totalement à terre, histoire que ce soit plus facile de le reprendre, que ce soit moins pénible de le reprendre à cette hauteur-là que depuis le sol. Donc sur les deux cartes, si on compare, on voit quand même des gens qui galèrent un peu à porter quelque chose. Voilà, si on veut faire une comparaison. Donc, si jamais le chemin des morts dont je parlais avant, il se trouve à Gruyère, et les infos que j'ai trouvées dessus, c'est donc le bien nommé chemin des morts débute dans le premier virage de la route de Saucivue pour déboucher entre l'église Saint-Théodule et le cimetière, dernière résidence des défunts. De nos jours encore, cette charrière des morts, charrière faisant référence aux chars utilisés pour le transport des corps, est toujours praticable pour une petite balade moins funeste que par le passé. Donc voilà. Donc pour vous, pour travailler avec cette carte, les chemins qui sont autour des cimetières, c'est dur de savoir. Après, voilà, c'est des chemins qui étaient utilisés il y a longtemps. Peut-être que en fait les chemins n'existent même plus. C'est plus les mêmes routes, c'est plus les mêmes chemins. Mais dans l'idée, si vous retrouvez des anciennes cartes, ou que vous trouvez vraiment des indications que c'est des sentiers des âmes, sentiers des âmes, chemin des âmes, euh, chemin des morts, sentier des morts, vie des morts aussi, parce que vie, c'est un autre nom pour VY, donc c'est un autre mot pour, un ancien mot pour chemin. Donc vie des morts, c'est bizarre dit comme ça, mais ouais. C'est aussi des endroits qui peuvent être des chemins des morts. Donc voilà, je sais pas si chez vous c'est comme dans mon canton d'origine, à Fribourg, qui est catholique, où le cimetière est autour des églises, parce que là-bas ça va être plus compliqué. Mais dans les endroits, en tout cas en Suisse là, protestants, le cimetière est quand même en général au bout du village. Donc, ben, ce seraient les chemins entre les églises et les cimetières, par exemple. Ça pourrait être une idée. Ou les chemins autour des cimetières, quoi. Voilà pour cette carte. La carte suivante, donc le lutin, qui est le valet de bâton, le valet d'étincelle. Euh, pas une grande comparaison à faire. Bah, on a un personnage avec un couvre-chef. Voilà, ça s'arrête là. Euh, C'était aussi assez facile à trouver comme idée de carte en soi. J'associais déjà un peu cette carte-là à ce grain de folie, c'est la phrase que j'ai mis en ouverture du texte dans le livret. Et voilà, ça allait bien avec lui. Et niveau livre, j'ai pas beaucoup.
enfin oui, j'en ai plein, mais il y a pas un livre spécialement qui a été décisif dans le choix de cette carte, vu que je l'ai comment je l'ai trouvé sans avoir besoin de consulter des livres. Mais on pourrait par exemple regarder dans ce livre-là de Edward Brazet, euh, qui sous l'entrée pour les lutins dit lutin désigne des créatures de petite taille infiniment plus petites que les nains, aux mœurs joyeuses et malicieuses. Le terme lutin, apparu en 1564, dérive de l'ancien français lutin, au XIIe siècle, dérivant lui-même du latin Neptunus, dans une liste de démons datant du VIIe siècle. Et voilà, pour lui trouver des associations avec des lieux ou des légendes, ben, je pense que les lutins, lutin, c'est un peu un nom maintenant qui est devenu assez générique pour tout plein de petits êtres qui ressemblent à ça. Donc je pense que tout le monde presque peut en trouver dans les légendes de sa région. Carte suivante, celle du sanglier, donc chevalier, cavalier d'étincelle, chevalier de bâton dans le tarot traditionnel. Elle aussi, c'était une des premières que j'avais trouvées comme idée. Pour moi, le sanglier, il allait très bien justement avec la signification de cette carte. Euh, Sinon, en plus, ben, le sanglier, c'est aussi en fait le nom gaulois qui est donné à la ville qui est juste à côté de chez moi, Yverdon, et Burodonum, c'est la forteresse. Alors, il y a deux versions, forteresse des Ifs ou forteresse des sangliers à voir, mais les deux apparemment sont liés à la ville qui est juste à côté de chez moi. Donc ça me parlait bien aussi de mettre un petit sanglier par là. Dans le livre, j'en ai déjà parlé de cet oracle de la sagesse gauloise, on a une carte avec ce sanglier. Donc la façon dont il était représenté la plus souvent dans l'art gaulois sous cette forme. Donc ils nous disent bien que c'est l'un des animaux les plus représentés dans l'art gaulois. Il est présent aussi bien sur des pièces militaires, casques, boucliers, et aussi dans des tombes, symbole de force et de courage. Euh, ouais. Le sanglier sort dans votre tirage pour vous aider à rassembler votre courage, défi, fuir plutôt que... non, pas fuir. Faire front plutôt que fuir. Donc on a cet ordre d'idée-là. Et sur le bas de la carte ici, les fleurs qu'on voit, c'est donc de la bourrache. Et la bourrache, c'est aussi une plante dans beaucoup de contes qui est dans des légendes qui est censée donner du courage. Elle ferait partie apparemment de ce que prenaient les guerriers c'est les guerriers vikings. Je dis des conneries peut-être. Mais en tout cas, dans les peuples germano-scandinaves, apparemment, ceux qui se transformaient en berserkers, c'était, d'après ce que j'ai lu, un des ingrédients qui pouvait faire partie de la potion, c'était la bourrache. Et j'ai aussi relevé, j'ai un livre complet sur la bourrache. Et dans un conte, en fait, on a la bourrache qui parle avec l'épinard. Et la bourrache dit à l'épinard: «Ne sais-tu donc pas que j'ai la vertu de réveiller les esprits?» Et voilà, ça me paraissait bien aussi pas dans le sens réveiller les esprits, les fantômes, mais de secouer les gens, quoi. Et je trouvais que ça allait bien en plus pour illustrer le propos de cette carte-là. Et sinon, pour trouver des choses à relier à cette carte au niveau de votre folklore plus local, ben, tout ce qui concerne le sanglier, s'il y a eu des découvertes aussi d'art, enfin d'objets gaulois portant la mention d'un sanglier, ou, euh, ou la bourrache aussi, hein, si vous avez des légendes par rapport à la bourrache, ou des lieux où elle pousse. En général, quand elle pousse à un endroit, elle pousse pas qu'un petit peu, donc on la voit. Et, et, euh, et voilà. Ensuite, encore une carte que j'aime beaucoup, la carte de la vivre. Je la montre plus près parce qu'elle est vraiment trop belle.
On m'a dit, oui, mais les vivres, ça crache pas de feu. Ben, en fait, ça dépend des endroits. Voilà. Moi, il y a des endroits dans certaines légendes de chez moi, elles crachent du feu. Voilà. Tout comme on m'a dit aussi, pour la fleur de fougère, apparemment, Heu, il y a des gens qui sont pas contents parce que la fleur de fougère, ça doit être une légende, du solstice d'été, mais en fait, ça dépend des endroits. Peut-être qu'à la base, vraiment, l'endroit d'où elle est originaire, on dit dans les pays slaves, ce serait, solstice d'été. Moi, à Fribourg, donc même à Marly plus précisément, c'est le solstice d'hiver, voilà. Donc on en revient à notre vivre, heu c'est très très facile à trouver. J'ai eu du mal à... Non, j'ai pas eu du mal, mais j'ai eu envie au début, comme première idée, de mettre la hase, donc la femelle du lièvre, à cet endroit, parce que c'est un animal que j'aime beaucoup et qui revient pas mal aussi dans les légendes, avec des sorcières qui se transforment en hase, et ouais, vraiment le lièvre, pour aller avec la signification de la carte, me parlait bien, mais la vivre, quoi. La vivre a été trop... a pris le dessus quand même. Et sur la carte, bon, bah, vous avez ce serpent d'eau qui crache du feu avec la petite cascade derrière. Euh, je sais pas si c'est toujours lié à des cascades, les vivres. Moi, dans mon expérience, oui. Mais voilà. Pour vous lire un conte avec une vivre, j'ai ce livre-là dont je vous ai déjà parlé, de Aurélie Russeur-Elzingle, qui est sa thèse de doctorat sur les contes et légendes du Jura, ainsi que ben, la façon dont se transmet le patrimoine via la langue. Et on a ici l'histoire de la vivre. Bien souvent, autrefois, on pouvait voir, la nuit, luire à la cime des épicéas une petite lumière qu'on n'osait pas regarder, droit pas plus. Ah, qu'on n'osait vraiment pas regarder tant qu'elle était vive. C'était l'œil en pierre précieuse d'une sorte de bête qui tenait du serpent et de l'aigle. Elle tournait le cou comme elle voulait pour regarder de tous les côtés, à gauche, à droite, en haut, en bas. Des fois, je m'arrête quand je lis le texte, en fait, parce qu'il y a des notes de bas de page, pour expliquer, en fait, la façon dont on dit les choses, pour que ce soit compréhensible aussi, vu que c'est un peu du parler oral. Elle pouvait sauter, ou plutôt voler, avec ses deux ailes, d'un arbre à l'autre. Elle montait en haut d'un arbre, ou bien en redescendait en s'enroulant autour du tronc. Dans les forêts, surtout dans la neige ou lorsqu'il avait plu, on voyait où elle s'était traînée, car elle creusait comme un petit fossé. Cette sorte de serpent était une vouivre. Ces bêtes pouvaient traverser bien facilement le Doubs, qui est une rivière, en se tordant comme des vers de terre. Elles se tenaient dans des trous de rochers, comme les renards. Elles allaient boire la nuit dans les bifs. Avant de boire, de peur qu'elles tombent dans l'eau, elles ôtaient leur pierre précieuse et la posaient à côté d'elles. Un jeune valet de ferme s'enferma une fois au bord d'une mare, dans laquelle venait tout juste de boire une vivre, dans un grand tonneau, tout hérissé par en dehors de pointes de clous. Donc il avait fait une sorte de... Enfin, il s'était mis dans cette boîte, et la boîte était recouverte de clous, mais clouée depuis l'intérieur, donc avec vraiment le piquant des clous vers l'extérieur. Il avait scié une petite ouverture pour pouvoir y passer la main. Lorsque la vivre vint boire à minuit, aussitôt qu'elle eut enlevé son œil, il passa la main par le trou, prit la pierre précieuse et renferma l'ouverture. La vivre tenta bien de s'enrouler autour du tonneau, mais elle ne fit que se déchirer, s'éventrer sur les clous. Le jeune valet eut bien soin de ne sortir de sa geôle qu'à la pointe du jour, quand il n'entendit plus bouger la vivre. Elle était bien morte, et, vous le savez comme moi, morte la bête, mort le venin. Il n'y avait plus à en avoir peur. L'œil de la vivre était un diamant, ou plutôt une sorte de verre, qui luisait comme un petit soleil, et qu'on ne pouvait presque pas tenir dans la main tant il était chaud. Qu'est-ce que le jeune valet allait bien faire de l'œil de la vivre? Il en était déjà bien embarrassé. Mais voilà qu'il remarquait qu'il comprenait maintenant le langage des oiseaux. Il entendit une corneille en haut d'un arbre qui disait à un pic tacheté: voilà le petit valet qui va pouvoir guérir son maître maintenant qu'il a l'œil de la vivre. Et nous pourrons dormir tranquilles la nuit. Cette carogne de serpent va être quitte de venir gober nos œufs ou manger nos petits pendant la nuit. Un peu plus loin, le valet entendit un canard sauvage qui criait à une fine. Voilà le petit domestique de la Cernie sous le mont. C'est une ferme.
qui est assez riche cette fois. Il n'a qu'à aller à la grotte des Culs-des-Prés avec l'œil de la vivre comme lanterne, il va pouvoir puiser tout son soul des écus et des louis d'or dans le coffre de pierre. En arrivant à la Cernie, le valet entendit le coq qui chantait sur le tas de fumier. Cocorico, le petit seigneur est là, le vieux sera guéri. Son maître, qui avait les jambes condamnées, s'apprêtait à le gronder de s'être attardé, mais le petit valet ne lui en laissa pas le temps, il lui frotta les 2 genoux avec l'œil de la vuvre. Le vieux poussa 2 petits gémissements, se dressa sur ses jambes et commença à danser dans la chambre du poêle en chantant un vouillerie, qui est donc une chanson à danser. Je n'ai pas d'enfant, qu'il dit au jeune domestique, puisque tu m'as guéri, tu seras mon héritier. Et vous ne faites pas un mauvais marché. Ce soir, nous allons être assez riches pour acheter tout le village de Biofond. Et il raconta au vieux tout ce qui s'était passé et ce qu'avaient dit ou chanté le corbeau, le canard et le coq. Aussitôt qu'ils eurent mangé, ils harnachèrent la grise, donc la jument grise. Ils l'attelèrent au char et eurent direction le Cul-des-Prés. Le Cul-des-Prés qui est un étang. Ouais, un étang. Dans la grotte rudement profonde. Ok, là ils disent que c'est un étang, mais là ils disent que c'est une grotte. Euh, ouais. Dans la grotte rudement profonde, l'œil de la vivre éclairait comme un petit soleil. On voyait clair comme en plein jour. Ils trouvèrent sans peine le coffre plein d'écus et de louis, et en remplirent 20 gros sacs. C'était presque plus que la jument ne pouvait en tirer. Tout se sait toujours, on apprit bientôt, qui sait comment, que le petit domestique avait pu prendre la pierre précieuse d'une vivre en s'enfermant dans un tonneau. Tous les jeunes hommes des côtes du Doubs se préparaient à en faire autant, mais, depuis, personne ne vit plus de vivre à la cime des épicéas, ou bien aller boire au Doubs, ou dans les marnières. L'année d'après, on trouva le vieux et le domestique morts dans leur lit. Ils avaient été étouffés par un gros serpent qui s'était enroulé autour de leur corps. On chercha dans toute la maison, mais on ne put trouver l'œil de la vivre. C'était sûrement une autre de ces méchantes bêtes qui était venue la reprendre à la Cerny-sous-le-Mont, et qui avait fait mourir le maître et le domestique à force de les étreindre. Voilà. On n'a pas envie d'aller l'embêter, cette vivre. Et ça va donc très bien avec la reine de bâton. Et ben, pour lier cette carte au folklore de chez vous, ben, les cascades, les cours d'eau, les légendes sur les dragons, sur les vivres, euh, ce sera déjà pas mal. Et on termine cette deuxième partie des bâtons avec le roi de bâton, le roi d'étincelles, qui est ici le cerf. Ce sera une petite deuxième partie de vidéo sur les bâtons, mais ça ira aussi. Euh, on n'a pas tellement de comparaison à faire ici non plus, mis à part peut-être la couronne. Donc, euh, donc voilà. L'idée du cerf, ben, elle est très bien aussi décrite dans le livret, je pense. Euh, ayant déjà croisé un cerf, pour de vrai, je trouvais que l'énergie matchait bien avec la carte du roi de bâton. Et, euh, et sinon, si vous voulez creuser le sujet du cerf, il y a une vidéo sur le Patreon de Brume d'Aluine qui est incroyable sur le cerf, comme toutes ces autres vidéos, mais sur le sujet, il y a celle-là. Et sinon, ben, toutes les légendes qui sont en rapport avec les cerfs. Peut-être que vous allez beaucoup trouver des légendes sur la chasse en lien avec les cerfs, mais voilà. Euh, Je pense que vous trouverez pas mal de trucs avec ça. Et ben, du coup, je vous retrouverai pour la suite de l'analyse des cartes avec la suite des coupes, des gouttes, donc dans le tarot de la fleur de fougère. Voilà, à bientôt.